RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Yoann Durand a un peu de retard aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. Il nous rejoindra peut-être en cours d'épisode parce qu'on veut aborder une grande thématique qui va tous vous concerner. Trouver chaussure à son pied. Eh oui, c'est un des grands dilemmes des coureurs qui nous écoutent, l'importance de la chaussure de running dans la pratique et la performance, quelles sont les règles à respecter, les idées reçues à oublier ou à mettre de côté. Et le patron est avec nous pour en parler. On a l'honneur de recevoir ici à Paris Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur. Salut Blaise. Salut Benoît. Enfin en chair et en os, magnifique. Ouais, c'est cool. Ça va, t'es en forme? Oui, quand même, ouais. Bon, tu m'as dit attaque-moi, j'ai réponse à toutes tes questions. Non, j'ai surtout dit, oublie pas de me challenger, c'est pas pareil. J'ai Exactement. pas toujours la réponse à tout. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on a hâte de t'entendre sur tous ces sujets. C'est un sujet de prédilection de la clinique des coureurs. J'en profite juste pour remercier tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram grandit petit à petit, un grand merci. N'oubliez pas aussi de laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement, Apple, Spotify ou Deezer. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va se concentrer sur vos pieds aujourd'hui. Donc Blaise, je le disais, ami d'RMC Running, fondateur de la clinique du coureur, conférencier. Tu es d'ailleurs en France aujourd'hui pour te livrer comme ça à quelques rencontres, quelques conférences. La clinique du coureur se porte bien, tout va bien? Tout va bien. On a 82 personnes mobilisées autour des bonnes pratiques médicales qui sont enseignées dans 18 pays aujourd'hui. Donc, ça va super bien. Bon, tout roule, Ouais. ça progresse, ça grandit tranquillement, et tu contrôles tout ça, donc tout va bien, quoi. Je contrôle pas grand-chose, mais on a une équipe de recherche qui trie la littérature pour bien la vulgariser, Ouais. pour autant les coureurs que les professionnels de la santé, pour faire quelque chose qui est digeste et essayer de comprendre comment ça fonctionne dans un monde où l'information, je vais dire les fameux mythes, les allégations fallacieuses sont abondantes. Exactement. On parle d'idées reçues souvent dans ce podcast, on essaie de les chasser et de les corriger. Est-ce que tu cours, toi, personnellement, un peu? Presque tous les jours. Tous les jours, toi? Ouais, en fait, j'essaye de courir tous les jours. C'est rare les jours où je ne cours pas et je cours depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Eh ouais. Ouais. Tu cours pour la compète, tu cours par plaisir, tu cours... Alors avant ça, je courais du 800 mètres quand j'étais plus jeune avec un peu de compétition. Je n'étais peut-être pas très bon, mais bon, j'étais un coureur de 2 minutes 01 sur 800 mètres Ok. pour après ça aller vers la route, hein, comme tout le monde, Ouais. pour faire à peine en dessous de 17 sur 5. Et puis plus tard, faire un marathon et maintenant de l'ultra-trail. Donc maintenant, je fais de plus en plus long et je suis de plus en plus mauvais parce que ça ne correspond pas du tout à mes qualités Ah physiologiques. oui, au départ, un coureur de 800 qui fait de l'ultra-trail, ça peut pas trop coller, mais la preuve que si. Voilà, on aime. Il faut s'entraîner, être patient et passionné surtout. Alors, allons-y sur le thème d'aujourd'hui. C'est quoi une bonne basket de running, Blaise, tout simplement? Ah, la question piège. Une bonne basket de running. C'est une chaussure qui n'interfère pas trop avec votre biomécanique, qui va vous protéger de l'environnement plutôt hostile, donc la chaleur du bitume, le froid de l'hiver canadien, les cailloux pointus, les aiguilles, etc. Mais C'est qui ne vous surprotège pas, peut-être. et clairement, quand je dis qu'il n'altère pas trop votre biomécanique naturelle, pour lequel on a beaucoup d'années d'évolution et qui sont des techniques protectrices et sécuritaires et aussi efficaces, Mhm. La chaussure moderne a cette tendance à déformer la technique et à amener des problématiques secondaires. Parce que surconfort, semelle trop épaisse, une mousse justement trop protectrice. Oui, en fait, c'est qu'on altère les mécanismes de sensation au sol. Donc, le pied qui a l'habitude de donner de l'information au cerveau pour se protéger dans une dynamique de course Mhm. ne sent plus le sol et ne se protège plus de la même manière. Donc, on va avoir des altérations de la biomécanique qui vont se faire, par exemple, par un ralentissement de la cadence. Donc, on va faire des beaucoup plus grands pas avec une chaussure que pieds nus. Pour prendre les deux extrêmes. Ouais. On va attaquer davantage du talon, on va avoir des forces d'impact qui vont être plus grandes, simplement parce que notre pied ne sent plus cet inconfort potentiel au sol ou sentir le sol pour pouvoir s'y adapter adéquatement. C'est un problème marketing pour toi, de voir ce développement comme ça? Il y a un effet de mode, la course à pied s'est démocratisée, on en parlait avant le podcast, tu me disais un peu l'engouement qu'il y a en Amérique du Nord. Ouais, On le constate ici à Paris, tu l'as vu toi-même, le nombre de runners que tu croises comme ça ouais. dans les rues parisiennes. Il y a un aspect marketing, il y a un aspect aussi de marque. On veut tous développer sa mousse, sa semelle, Ouais. son accroche, etc. C'est un vrai problème pour toi qui est un spécialiste et fondateur de la clinique du coureur, où tu comprends et il faut s'adapter justement à tout ça?
Sincèrement, je pense que c'est un vrai problème. En fait, ce qu'on a, c'est des compagnies qui ont un désir de faire des profits Ouais. et jusque-là, moi, je suis canadien, je suis nord-américain, donc j'ai aucun problème. Je sais que Ouais. les Français ont des sueurs froides quand on Oui. parle de profit, C'est une différence de d'argent et mentalité, c'est voilà. sûr. Moi, jusque-là, j'ai aucun problème. Ouais. Le problème qu'on a, en fin de compte, c'est que pour faire des profits, il faut que tu vendes ton produit Mmh. et pour vendre ton produit, il faut que tu le valorises Mmh. et il faut que tu le vendes le plus cher possible pour faire ta marge. Donc, l'idée, c'est d'innover dans des technologies, dans des trucs qui laissent croire aux consommateurs des choses fabuleuses pour pouvoir vendre un produit à haut prix. Le meilleur des exemples qu'on a pour ça, c'est l'intégration d'une plaque de carbone dans une chaussure Ouais. pour laisser croire à plein de choses. On en reparlera, Ouais. mais pour pouvoir la vendre beaucoup plus cher. Bien sûr. Les chaussures allaient jusqu'à à peu près 200, 220 euros maximum Bien sûr. il y a quelques années. Mmh. Avec la plaque de carbone, on vient d'exploser ce plafond et on est capable maintenant de mettre sur le marché des chaussures qui valent une fortune, Ouais. qui 300, sont 400, 500 €. ben oui, exactement, et Ouais, qui, en fin de compte, le consommateur, lui, se dit: «Mais il faut que j'ai ce produit-là, il faut que je l'ai parce que ça vient avec toutes les promesses qui viennent avec». exactement et souvent c'est déceptif et aussi c'est des modèles qui peuvent, causer des blessures. Nous, on a parlé de certaines marques, il y a même des chaussures qui sont sous les 140 grammes aujourd'hui, que tu peux trouver sur le marché. Ça aussi, ça fait partie de la du dilemme. L'autre question un peu générale, souvent quand tu vas acheter une paire de chaussures de running, on t'examine ta foulée, Ouais, tes pronateurs, supinateurs, je crois que c'est ouais, comme ouais, ça qu'on exact. dit Oui, oui. ou foulées, Puis universelles. tu pas obligé de bien le dire parce que ça sert à rien, mais Ouais, continue. c'est pour Ouais. ça que j'allais te venir te chercher là-dessus. Toi, tu casses une nouvelle fois cette idée reçue. Le pied est formaté et prêt à courir. Vous vous êtes adapté, vous êtes développé depuis que vous êtes tout petit. Ces histoires de foulée, d'adaptation à la chaussure, tu y crois pas une seconde, toi? Ben, en fait, on a des études, assez intéressantes qui ont essayé de valider le fait que si on prescrit une chaussure selon le profil du pied, donc le pied plat, le pied creux, le pied pronateur, le pied supinateur, parce qu'il y Mmh. a des différentes études avec différents trucs, Ouais. on n'est pas capable aujourd'hui de dire que si je mets un antipronateur pour le pied pronateur, je vais réduire l'incidence des blessures ou inversement. Ouais. Aujourd'hui, en fin de compte, la science ne supporte pas ce concept-là, mais si on rembobine un petit peu plus, on sait aujourd'hui avec une science assez solide que la fameuse pronation et les pieds plats n'ont rien à voir avec les pathologies. Donc, on est parti sur des mauvaises prémices, et ça, c'est de la faute des professionnels de la santé et des scientifiques Mmh. qui nous ont laissé croire que si on avait un pied plat ou un pied pronateur, on allait avoir des problèmes. Donc, il fallait le corriger avec des semelles orthopédiques ou avec des antipronateurs dans les chaussures, Mmh. qui sont des densités de foam plus importantes en interne et ainsi de suite. Et l'ensemble de tous ces prémices-là sont fausses. Et l'autre chose, c'est que les antipronateurs, en plus, ne corrigent pas la pronation du pied, comme les semelles orthopédiques ne réduisent pas la pronation du pied. C'est la question que j'allais te poser parce Ouais, que, il y a ça aussi. Toi, tu t'appuies sur des données scientifiques pour, établir ton diagnostic, hein. C'est pour ça que tu te permets comme ça de prendre des exactement. positions tranchées. C'est-à-dire que tu Ouais. es pas sorti de ta tête comme ça et tu ne décides pas comme ça de prendre une position. Qu'est-ce que tu penses des semelles orthopédiques? Ça aussi, c'est très démocratisé chez les coureurs. Lorsqu'on se met Ouais. à pratiquer la course à pied régulièrement, on va chez le kiné, l'ostéo, le podologue et on se fait faire des semelles adaptées à sa foulée. Pour toi, c'est pas forcément une bonne chose? Alors, l'orthèse plantaire est un outil thérapeutique pour moi qui est un professionnel de la santé qui est extraordinaire. Mmh. Pour les problématiques de pied, avec des pathologies, surtout de la plante du pied, Mmh. c'est un des outils particuliers où on peut faire des isolations, enlever de la charge à un endroit en souffrance pour régler le problème sur du court terme. Mais la vision de l'orthèse pour corriger une biomécanique fautive, pour prévenir les blessures, il n'y a rien qui tient là-dedans. En fait, l'orthèse plantaire devrait être prescrite pour des problèmes principalement de pied. Parfois, on peut aller à la cheville, voire au genou dans certains papiers. Mmh. Au-dessus, ça ne marche pas du tout. Mais surtout, non pas pour corriger une biomécanique, mais pour essayer de réduire le niveau de stress sur un tissu en particulier. Et on appelle ça la cinétique et non pas la cinématique. On rentre dans de la complexité, mais OK. le point, en fin de compte, c'est que les orthèses ne devraient pas être prescrits sur le long terme, ne devraient pas être prescrits pour corriger une biomécanique qui est la fameuse pronation, qui n'est pas un problème en soi. Et à partir de ça, ben, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a probablement 80% des orthèses plantaires qui sont utilisées à tort. Tu sais que tu vas chambouler l'esprit de milliers d'auditeurs qui t'écoutent là. J'ai Qui vont se l'habitude. dire: «Je sors de chez le podologue, je viens de refaire mes semelles et en fait on me dit que ça sert à rien, c'est juste du spontané quoi. Sur le long terme, ça va me servir à rien quoi». Ben, en fait, le problème, c'est qu'il y a des podologues qui sont au courant et aux connaissances de ces données-là, Mmh. et il y en a d'autres que non. Et donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer d'avoir un professionnel qui est connaissant de la nouvelle science sur l'orthèse plantaire pour savoir pour quelles conditions il faut la prescrire ou pas et dans quelles conditions particulières. Et non pas juste cette vision
tu as un pied plat, un pied pronateur, je te fais une semelle pour corriger la pronation parce que ça va prévenir les blessures. Ça ne marche pas. OK. Donc tu dis que sur le long terme, quel que soit votre foulée, vos problèmes liés justement à votre foulée, votre façon de courir, c'est pas la semelle qui répondra à vos soucis. C'est juste, En fait, c'est peut-être réapprendre à courir ou réadapter le corps à la course à pied? Oui, et l'adapter tranquillement à cette biomécanique qui est innée. Parce que votre pied plat, c'est comme votre gros nez ou les oreilles décollées, c'est la même chose. Oui, voilà. C'est un trait anatomique, c'est une particularité qui n'a rien à voir avec les blessures. Voilà et vous ne la modifierez pas. Et tiens, très bonne, question et suggestion d'ailleurs parce que, ça m'arrive parfois quand je cours comme ça ou que je prépare une course et que je vois les personnes s'échauffer. On a tous des foulées différentes et parfois on peut même croiser des champions Ouais, avec une foulée, quoi pardon, mais atroce. ouais, Un pied qui particulière, part sur la disons. gauche, particulière, les pieds en canard. Ouais. Ça, c'est vraiment, de l'intime, c'est lié à soi, quoi. C'est individuel la foulée et ça n'a aucune incidence sur le niveau de performance. C'est ça que je voulais te dire, c'est que moi, il m'est arrivé de voir, je te le dis, des satellites où les foulées étaient vraiment pas belles à Ouais. voir et pourtant ça n'empêche pas la performance, par exemple. Ouais, ouais. Effectivement, on ne fait pas aucun lien, aucune corrélation au niveau scientifique et on n'arrive pas non plus à le faire avec les blessures parce que historiquement, les genoux qui partaient vers l'intérieur, qui étaient un peu croches, on Oui, n'aime pas ça pour les blessures. les jambes un peu chromosomiques aussi, Voilà, quoi. Ouais. exact. Et mais là, clairement, la littérature scientifique ne justifie pas, comme pour le pied, qu'il faut corriger ce genou ou qu'un genou en valgus qui part vers l'intérieur Mmh. est problématique. OK. Fait que ça, c'est la première chose. Sur la performance, on n'a absolument rien là-dessus et il y a beaucoup trop de contre-exemples pour croire qu'une particularité biomécanique dans une dynamique de course pourrait être nuisible à la performance. On a cette vision qu'il faut qu'on soit bien aligné, que les bras soient parfaitement parallèles, Mmh. que les genoux soient en ligne avec le deuxième orteil, dans une idée de ne pas perdre d'énergie dans un autre plan et ça plaît à l'esprit, mais ça marche pas. Voilà. Voilà. Il faut juste trouver sa bonne foulée, s'entraîner Ouais. et puis comme ça rester dans l'inné, quoi. Et l'autre chose, c'est qu'à force de borner des kilomètres, de courir, en fin de compte, on affine notre biomécanique pour qu'elle la rende plus sécuritaire et Mmh. plus efficace. Donc, on développe inconsciemment, sans même intellectualiser son patron de course, on développe une technique de course qui va être de plus en plus efficace et donc économique Mmh. et donc performante et aussi sécuritaire, c'est-à-dire modérer les forces d'impact et ainsi de suite. Parlons ju tu parlais des chaussures ultra, protectrices. Ouais, Parlons du drop, le fameux drop sur la basket, sur la ouais, chaussure. C'est l'écart de niveau entre l'avant et l'arrière de la chaussure, hein, c'est ça? C'est plus de exact. renfort, à l'arrière de la chaussure que devant. Voilà, ça vous avez le pied qui penche vers comme ça vers l'avant. Ouais, Il y a des apôtres du drop zéro. Vous étiez fan, je crois, à la clinique du coureur du drop zéro, c'est-à-dire le pied à égale, ouais, distance, enfin égal, à niveau égal du talon jusqu'à l'orteil, quoi et vous ouais. êtes toujours, apôtre de ça, alors? Alors, je dirais pas apôtre, je dirais que mon point, c'est qu'on n'a jamais réussi à comprendre pourquoi les chaussures avaient une moyenne de 16 millimètres de drop il y a, à peu près 15 ans. Ouais, Pourquoi, il y a à peu près 7 8 ans, c'est descendu à 10 et là, aujourd'hui, on est encore à 10 et qu'il y a eu la mode du 4, on n'a aucune idée. ouais. Donc on n'est pas C'est du l'apôtre. marketing encore, tu Mais penses? oui, on est, en fait, il y a aucune raison, des raisons biomécaniques qui sont mineures, qui sont insignifiantes, qui ont pas de sens. Il y a des raisons marketing, Mmh. peut-être associées à ça, mais il y a surtout les habitudes ancrées et quand on veut tout d'un coup dire, ben, on devrait changer de type de chaussure, donc passer d'un drop, moyen de 16 à, par exemple, 0, Mmh. parce qu'il y a pas de sens d'avoir de drop, ben, le problème, c'est que là, on a rendu toute une population complètement dépendante à un certain drop et là, il Exactement, faut être plus prudent quand on fait un exactement. changement. Ouais, Mais je ne suis pas apôtre du zéro drop, c'est juste que la nature nous a fait avec zéro drop. ouais. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi on veut 10 millimètres de drop? Est-ce que c'est pour améliorer les performances? Toutes les études nous montrent que ça n'a aucune influence. Ouais. Est-ce que c'est pour réduire les blessures? Aucune influence, sauf sur une pathologie qui est la tendinopathie achélienne corporeale et quelques autres potentiels, mais c'est très spécifique. Donc, moi, comme thérapeute, je vais recommander du drop des fois. Je vais rajouter une talonnette pour monter le drop de 10 à 20 parce que j'ai une pathologie particulière que je veux Ah, 2 protéger. centimètres, c'est quelque chose quand même. Oui, mais pour certaines pathologies, c'est correct. Ouais, ouais. Et pour d'autres, ben, la question, c'est que si tu as aucun problème, tu commences la course à pied, pourquoi tu commencerais pas avec du zéro? Parce que Ouais. c'est pour ça, c'est comme ça qu'on a évolué. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que certaines marques ont fait leur, communication sur ce fameux drop zéro Comme Altra, par exemple. et en sont revenus Oui, parfois en disant, ça a fait fuir des clients et avec cette idée reçue chez les utilisateurs que si je passe au drop zéro, je ne peux courir qu'en drop zéro et limite, le retour en arrière sera impossible. ouais. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut utiliser à la fois l'entraînement, une chaussure avec du drop et une chaussure avec du drop zéro?
Certainement. Et là, ce qu'il faut savoir par rapport au drop, c'est que quand on prend les 5 caractéristiques classiques de la chaussure qui sont l'épaisseur, le drop, la flexibilité, le poids et les technologies de contrôle de la pronation, Ouais. dans l'ensemble de ces 5 critères, celui qui a le moins d'influence sur la biomécanique, c'est le drop. En fait, il est largement surdiscuté. Ok. Ça change à peu près rien. Et pour la majorité des coureurs, même de passer d'un drop de 4 à 10 à 0, ça change rien non plus. Ok. Est-ce que le pied travaille plus avec un drop zéro? Le pied travaille davantage avec des chaussures plus minimalistes. Ouais. Et le drop est un des 5 critères que je viens de nommer qui D'accord. font partie de la note du minimalisme. Ok. Donc, plus ta chaussure elle est mince, plus elle est près du sol, plus ton pied va travailler, mais moins ton genou va être stressé, moins ton dos va être stressé. Hmm. On prend le stress d'un endroit pour le mettre ailleurs, parce que le stress, il est vécu à quelque part. D'accord. Donc, si par exemple vous dites, ben, je passe d'une chaussure maximaliste avec un gros drop, mais qui est aussi très épaisse et lourde, et que je vais vers une chaussure qui est plus légère, plus minimaliste, plus près du sol avec un drop de 0, Hmm. là, il va y avoir des changements biomécaniques qui vont davantage stresser votre pied. Et si ce changement est trop rapide, vous courez le risque de vous blesser au pied et Hmm. non pas au genou et non D'accord. pas au dos, parce que le genou et le dos vont avoir moins de stress. C'est dommage que Johan ne soit pas là parce que lui, il a démarré la course sur route lorsque c'était la mode du minimalisme avec Ouais, des semelles très très fines. ouais, Ça a causé quelques blessures. Moi, je vois les volumes aujourd'hui des grands champions de haut niveau, les grands marathoniens qui s'infligent parfois 200, 220, 230 km semaine ouais. et qui te disent, avec les chaussures de l'époque, j'aurais jamais pu faire ça. Quel est ton avis de spécialiste? Ben, il suffit d'aller au Kenya pour voir qu'il y en a qui font du 200 km et plus avec des Ouais, chaussures c'est sûr. usées, complètement démolies C'est sûr. et qui ont couru pieds nus. Et... En fait, la perception du coureur a toujours le biais de la personne elle-même. C'est-à-dire que si moi, tu me dis, est-ce que demain, tu arrives à courir pieds nus, je vais dire, oh non, moi, je suis habitué à du 70% d'indice minimaliste, donc des chaussures relativement minimalistes, mais pas complètement plates. Ouais, Et je suis tellement habitué à ça depuis longtemps que je ne vois pas m'aller ni d'un côté ni de l'autre. ouais, Et si tu prends quelqu'un qui est pleinement adapté à du minimaliste, ben lui dire, il faudrait que tu fasses 200 bornes avec des grosses chaussures, c'est impossible. C'est instable, c'est gros, ça attaque du talon, euh, mais c'est des questions d'habitude. ouais, Donc, je remets toujours un peu en doute les perceptions des coureurs par d'accord. rapport à leurs habitudes où ils sont ancrés dans quelque chose. Quand un coureur est habitué à une marque, est-ce que quand il doit choisir sa chaussure, tu lui conseilles de rester dans cette marque? Parce qu'il y a des spécificités. Je sais que Hoka, par exemple, s'est fait à cette signature de la grosse semelle bien absorbante. Ouais. Est-ce qu'on peut passer de Hoka à une chaussure minimaliste ou est-ce que tu conseilles malgré tout, quand on a des habitudes de course à pied, de les conserver et de ne pas faire un changement si grand lorsqu'on change de paire? Alors, changer d'indice minimaliste, de degré de minimaliste, c'est essentiel d'être progressif, d'un côté comme de l'autre. Ouais. OK? Ah oui, L'autre, parce qu'on peut pas faire l'inverse, passer du drop ah, zéro à du Hoka avec la grosse semelle, tu par te exemple. blesses aussi, c'est la même Ah chose. ouais, En d'accord. fait, c'est que tu mets juste ton stress davantage sur le genou, la hanche et le dos, D'accord. plutôt que de le mettre sur le pied. OK. Heu, L'autre chose, c'est que les marques entre elles, sincèrement, il y a quelques particularités. Si on prend, par exemple, les Altra qui ont des tendances à avoir des bas drops, Mmh. mais sinon, il y a pas beaucoup de différence dans les chaussures maximalistes. Ils se ressemblent à peu près tous et ils ont pas de différence très significative qui fait en sorte qu'il faut que tu restes dans la même marque D'accord. absolument. L'autre chose, c'est que moi, j'ai couru tout l'hiver, il y a 2 ans, tout l'hiver, j'ai couru avec des Hoka. Les Evo Jazz, 2 millimètres de drop, super mince, OK. Il y cramponnage, a de tout, quoi. il y a de tout. Donc même Toi, tu cours dans la Altra neige aussi, c'est ça la oui, différence? mais même Hoka, faisait des chaussures très minimalistes Ouais, que j'ai utilisées tout un hiver. OK. Donc je ne m'arrête pas à la marque, mais plus Au à modèle. l'indice minimaliste et au modèle que tu vas porter. OK, et ça, ce sont les critères que tu regardes en avant-première pour choisir ta paire de chaussures, alors? Oui, parce Je que rentre dans un magasin, comment je choisis ma paire? alors, ça dépend d'abord quel profil de coureur tu es et c'est quoi tes habitudes. D'accord. Donc, on va se prendre 2 exemples. Le débutant qui, lui, rentre dans une boutique, il a déjà couru 3 fois dans le dernier mois avec ses chaussures de basketball. Et là, il se dit, il faut que j'ai une bonne chaussure de course. Donc, Ouais, je rentre dans ce qui une arrive, hein. boutique Ouais, pour acheter ma chaussure. ouais, Comme il est débutant en course à pied, il devrait immédiatement commencer avec des chaussures qui ont des indices minimalistes de 70% et plus. OK, Pourquoi? Parce que ça va induire chez lui des biomécaniques plus protectrices et sur le long terme, on pense que ça peut avoir un effet protecteur. OK. Et malheureusement, ben, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'il rentre dans une boutique et là, le problème, c'est que 95% de l'étalage, c'est de la grosse godasse. Donc, il va ressortir à 100% sûr avec une grosse godasse. Surtout C'est que comme sûr. il est débutant, le vendeur va lui dire Le non, mais tu n'as confort, pas le droit d'avoir les chaussures de performance qui sont dans le petit coin là, les plus light et les plus. mmh, Et là, toi, il faut que ça te prend une chaussure confortable avec de l'amorti et tout. Et exactement. c'est la meilleure manière d'altérer une biomécanique et de s'assurer que ça y prenne beaucoup de temps avant de raffiner sa biomécanique.
à Ok. cause de cette fameuse chaussure. Ok. Mais si je te prends toi, qui Ouais. a des habitudes, Ouais. qui a l'habitude de courir, qui est un coureur aguerri, qui n'est pas blessé, je suppose, Pour et l'instant, pour me porte pas l'instant, la poisse. qui va bien, Ouais. ma meilleure recommandation pour toi, c'est change pas tes habitudes. Ouais, c'est ça. Ouais. Reste sur Et ce que tu connais. exactement. Ouais. Et le truc, c'est que le problème avec toi, c'est que tu veux performer. Tu Mm. veux améliorer tes chronos. Et Mm. là, ben, il y a des choses à faire pour améliorer les chronos qui vont t'amener à des changements que tu devrais intégrer très, très doucement. En termes de chaussures. Oui, Ouais, c'est-à-dire. ben alors, le point clé pour une chaussure de performance, c'est le poids. Ouais. OK? 30 papiers scientifiques, unanimité de la science et de l'ensemble de tout le monde. Et il n'y a pas de question là-dessus. Ça, c'est On- important de le dire. Beaucoup pensent que c'est lié à la plaque carbone ou à la mousse, mais le poids reste le facteur principal. Numéro un, Ouais. loin devant. OK? Le truc, en fin de compte, c'est que là, il y a eu une réelle innovation en 2017 avec la Nike Vaporfly 4%, la Ouais, première bien sûr. chaussure à plaque de carbone. Ouais. Et c'est pas la plaque de carbone qui fait absolument rien sur la performance. Ouais. C'est le fait d'avoir fait une chaussure maximaliste, traditionnelle, mais beaucoup plus légère. Beaucoup plus. 220 grammes, puis après ça, avec la Next, ils ont descendu à 180. Maintenant, on a du 140, du 120. Ah, c'est fou. Et on est retourné dans la course au poids, hein, parce que Ouais. quand la plaque de carbone est arrivée, on a oublié le poids un peu. Ouais. On s'est dit, bon, elle est quand même plus légère que l'ancienne génération. Et je sais pas si vous avez déjà sous-pesé une paire de chaussures à 140 grammes, mais ça fait peur, hein. Vous dites, C'est mais... light. Ah, mais Ouais. c'est plus que Mais- light, ouais. Ouais, mais vois-tu, moi, C'est j'ai fait sûr. mon marathon avec une chaussure. Mon premier marathon que j'ai fait, je l'ai fait avec une chaussure à 100 grammes. Ah, c'est fou. C'était Faut rien porter. les Adios Adizero, Ouais, ouais, je vois ancienne ça. génération, ultra mince. Ouais. Et il y avait un petit peu de VA, mais c'était vraiment, il n'y avait rien. C'était comme. Zéro poids, quoi. ouais. Enfin, ça pèse rien. Et bon, il fallait s'adapter. Moi, je m'entraînais avec ça, donc Ouais, bien c'était sûr. pas un problème. Bien sûr. Donc, je reviens à ta performance parce Ouais. que je sens que tu veux améliorer tes Bien performances. sûr. Ouais. Bah, bien cerné, Blaise. Ouais. Donc, le truc, il faut que ta chaussure soit la plus légère possible. Et le problème, c'est qu'en regard de tes habitudes, il y a un poids pour lequel tu ne pourras pas aller. Parce que si je te dis, ben, je veux une chaussure de 100 grammes, ben, la chaussure de 100 grammes, elle est obligée d'être plus mince. Parce qu'à un moment donné, si tu veux l'alléger, il faut que tu enlèves du contenu. Il faut que tu enlèves la semelle, il faut que tu enlèves quelque chose. Eh oui. Donc, même si les nouveaux foams PIBA, les polyéthers blocamides, les nouveaux foams qui, pour un même volume, sont beaucoup plus légères, donc on a réussi à faire des chaussures relativement légères, maximalistes. Si on veut les alléger, ben là, on est obligé d'enlever des trucs. Donc, il commence à enlever l'arche, il commence à enlever l'empeigne, il commence... Et là, pour descendre à 120 et en dessous, ben là, il faut commencer à mincir. Ouais. Et le problème, Mettre c'est que de la si... toile au-dessus, comme ça. pour Voilà. le tissu, ouais, ouais. Exact. Et si tu veux, à un moment donné, tu es obligé de la mincir pour enlever du poids, ben, ça t'éloigne de tes habitudes d'entraînement dans lesquelles tu t'entraînes. Alors, je ne sais pas quelles chaussures tu t'entraînes. Ouais. Je suppose, comme bon nombre de coureurs, avec des chaussures relativement maximalistes. Et donc, c'est le différentiel entre ta chaussure de performance et ta chaussure d'entraînement qui ne peut pas être trop grand, sinon tu cours après le trouble. Ben, ça va amener une autre de mes questions, c'est le roulement, la rotation de chaussures. Toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu conseilles? Prenons un marathonien qui prépare donc une échéance, un marathon qui arrive, il a 3 mois de préparation. Ouais. Quel roulement de chaussures? Est-ce qu'il a 2, 3, 4 paires de chaussures pour faire ces différentes séances entre l'endurance fondamentale, le seuil, la VMA et la sortie longue? Ouais, alors j'ai envie de t'entendre davantage. Toi, tu en as plusieurs. Ouais, moi, je suis pas un bon exemple. Laquelle tu prends pour quelle distance? Alors moi, je prends les très lourdes pour l'endurance fondamentale. Ok. Je prends les, comment dire, les intermédiaires, entre guillemets, c'est-à-dire les carbones, mais un peu lourdes pour faire un peu de VMA, un peu de seuil. Ouais. Et les chaussures complètes pour la sortie longue. Et Ma quand rotation, c'est ça. Et quand tu dis la chaussure de compète, ça reste une chaussure maximaliste avec plaque de carbone. Ah oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. OK. Parce que C'est historiquement... soit de la Hoka X3, soit de la ASICS Metaspeed. Enfin, tu vois le OK. modèle, quoi. Ouais, OK. Bon, ça fait aucun sens ce que tu fais, mais c'est pas grave, je vais t'expliquer. C'est ça que je voulais entendre, excellent. En fait, c'est quand même intéressant. Je vais même revenir plus en arrière. Alors, Ok. je ne sais pas depuis quand a commencé ta carrière de coureur, mais moi, 2013. 2013, OK. Dans mon temps, donc 2013, Ouais. tu faisais probablement des entraînements un peu de piste et de vitesse avec des chaussures plus minces. Oui. Et tu avais des semi-compètes pour faire tes tempos et tes plus endurants, tempo course, où tu faisais tes intervalles plus Je vais longs. pas te mentir, j'étais moins piqué, j'avais moins de paires de chaussures. Donc, Ah, ok, je courais ok, plutôt ok. toujours avec la même, quoi. Ah, C'était ok, un peu c'est bon. ce genre de coureur à l'époque. Alors, les anciens coureurs qui voulaient performer, c'est ce qu'ils faisaient. Et pour la longue sortie, ben, on choisissait la plus amortissante. Ouais. Hein? Pourquoi? Parce qu'on disait, ben, c'est long, donc il faut se protéger. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus la chaussure est grosse, plus elle stresse le genou, plus elle est mince, plus elle stresse le pied. Donc, la journée où tu allais sur la piste, avec ta chaussure plus minimaliste, qui en plus t'ajoutait des gammes,
là, ton stress sur le pied, il était dans le piton. Ouais, ok. Et là, le jour où tu faisais ta longue sortie, qui est beaucoup plus stressant pour le genou, et que tu mettais en plus ta grosse chaussure plus amortissante, qui est plus stressante pour le genou, là, le stress était dans le piton pour le genou. Ouais. Donc, C'est des stress complètement différents. complètement différents Ok. et qui ne font aucun sens d'un point de vue prévention des blessures. Donc, Ok. à la blague, toujours, je dis aux coureurs, tu devrais faire tes intervalles avec tes grosses chaussures, mais de faire ta longue sortie avec tes plus minimalistes et tes plus minces. Ok. Parce que comme ça, le stress, il s'équilibre. Mais quand je dis ça, je sais que ça ne fait pas de sens pour les coureurs parce qu'eux, ils veulent faire leur marathon Oui. avec une chaussure de T'as pas performance. ce conseil classique quand même de dire fais tes sorties longues avec la chaussure que tu auras le jour du marathon? Alors oui, mais le jour du marathon, ça dépend ce que tu portes. Alors maintenant, on est chanceux parce qu'on a des grosses chaussures maximalistes légères pour le Voilà. jour du marathon. Exactement. Mais ta longue sortie, il faudrait clairement que tu t'entraînes avec la chaussure de performance Voilà. pour que tu y sois pleinement adapté. Ouais, ok. L'autre chose, Parce qu'après, ça a un coût. Tu l'as dit ah oui, toi-même, oui. les prix ont Ah oui, explosé. oui, oui. Dans un roulement de chaussures, toi, le spécialiste, tu conseilles quoi? 2 paires? Ben, en Tu fait, peux t'en sortir avec 2 paires? moi, j'en ai 6 et ils sont tous pareils. Ok. OK? J'ai des Innovate 235. Je fais Ouais. mes demi avec ça parce que moi, la performance, c'est plus mon animation d'aujourd'hui. Ok. Mais en fait, on n'est pas obligé de varier les profils de chaussures pour la prévention des blessures ou quoi que ce soit. Si D'accord. vous le faites, c'est simplement, il faut que vous vous habituez à avoir la chaussure de performance. Donc, la question, c'est quelqu'un comme Kipchoge, il s'entraîne toujours avec cette même chaussure, qui est sa chaussure de performance, qu'il porte à l'entraînement. Et si jamais il y a une question de budget, la question, c'est quelle chaussure tu peux avoir qui ressemble beaucoup à ta chaussure de performance en question de stack d'épaisseur, de flexibilité et autres. Puis plutôt qu'une plaque de carbone, ben, il y a peut-être une plaque de plastique pour qu'elle coûte moins cher. Ça, c'est une des options que certains utilisent. C'est sûr. Ouais. Parce que c'est une autre question qui arrive forcément, c'est l'usure des chaussures. Là aussi, il y a des grandes idées reçues. On se dit une chaussure, ça fait entre 500 et 800 km. Ouais. On dit aussi que les chaussures à plaque carbone avec la mousse, parce que c'est la mousse qui fait la Ouais. différence. Malheureusement, la mousse s'use assez vite et elle perd de l'efficacité plus vous courez avec. Est-ce Ouais. que tout ça est vrai? Quel est ton avis là-dessus? Que disent les enquêtes et les études scientifiques là-dessus? Alors, on n'a pas beaucoup de science sur le sujet, mais on est parti du concept qu'après 800 km, il fallait changer de chaussure. Et ça date de longtemps. Ok. Parce qu'il y avait des Ah, études ça, qui c'est pas montraient. marketing alors. En fait, oui, c'est quand même marketing. J'explique. D'accord. On avait des études qui montraient qu'après 400 km, tu avais la moitié de ton foam EVA, ta mousse EVA, qui répondait plus. Ok. Donc, on avait une Donc la perte. mousse, il n'y a plus de Elle renvoi de la s'écrase. mousse, quoi. Ouais, Ok. en fait, elle s'écrase de plus en plus, elle s'affaisse, elle a plus de retour énergétique. Ok. En fait, c'est pas un vrai retour, c'est juste moins ou plus de pertes. Ouais. Mais on n'avait pas cette chose-là, donc on disait, ben, il faut changer la semelle interne ou même si le dessus est beau, même si la semelle en dessous est pas mal usée, ben, ta semelle intercalaire est écrasée Ouais. et donc tu n'as plus d'amorti et donc il faut changer la chaussure. Hmm. Et on est parti là-dessus pour dire, et moi je l'ai fait abondamment dans le début de ma pratique, pour Ouais. dire si on veut prévenir les blessures, ça prend de l'amorti, ça plaise à l'esprit, même si c'est une fausseté. Hmm. Et donc, il faut que tu changes ta chaussure à toutes les 800 km, maximum 1000, 1200, dépendamment de ton profil de coureur. Plus tu es lourd, plus tu changes souvent, etc. Ouais. De la bullshit du début à la fin. Ce qu'on a aujourd'hui, en fin de compte, c'est une chaussure qui se déforme et qui t'emporte dans un vice biomécanique auquel tu n'es pas adapté, devient un facteur de risque de blessure. Ok. Et donc, ça veut dire qu'on change Mais les il n'y a pas chaussures. d'usure datée, il n'y a pas de N- contrôle technique de la chaussure, quoi. C'est pas Non. 800 bornes, je la jette. Non, non. Non. Après, la Dès qu'il y question. a un déséquilibre dans ta chaussure. Voilà, quand tu commences à user la semelle de façon trop importante et qu'elle t'emporte dans un mouvement de supination, par Ok. exemple, là, Ouais, c'est ouais. problématique. Quand Ouais. tu l'as bien écrasé en interne et que ça emporte ton pied dans un mouvement de pronation plus important que ta pronation naturelle, là, ça peut être problématique. D'accord. Et la question, en fin de compte, c'est est-ce que, d'un point de vue performance, la compliance et la résilience du matériel de la mousse diminue, perd ses qualités et que tu as un peu moins de retour énergétique? Ça, c'est une possibilité. Ah, Donc, si par exemple, tu as deux paires qui se ressemblent, ben, j'irai pas avec une chaussure complètement usée si tu es habitué à la ok. nouvelle gamme de chaussures maximalistes où tu penses que le retour énergétique est meilleur. Ouais. Tu t'es pas jusque boutiste à dire je connais le modèle qui me correspond, je vais le mettre une fois pour les faire. En revanche, après, je les range et je les ressors que le jour du marathon pour être sûr que l'efficacité est maximale. Là, tu cours un certain risque de maladaptation à cette chaussure-là et Ouais. d'arriver à 30 km puis de dire là, mon tibial antérieur, mon tendon d'Achille, il n'est pas habitué à avoir telle ou telle caractéristique de chaussure. Ouais. Alors, si tu as la même chaussure, encore une fois, dans ses caractéristiques pour l'entraînement, même si ce n'est pas la même physiquement, Mhm.
Ça, c'est l'idéal. Tu t'entraînes avec une davantage et puis tu en gardes une pas trop usée pour le jour de la compé, ça peut passer. Voilà, d'accord. Si on reste sur le roulement, quand est-ce que je sens que ma chaussure est usée, fatiguée et qu'il faut que je la change? Parce que tu m'as dit c'est une histoire Oui, d'équilibre. C'est souvent, progressif et à quel moment je me dis: «Ah là, il faut changer». J'ai la sensation que ça y est, ouais. ça va plus, elle est morte. Il y a pas de règle. La seule chose, c'est que la perte d'amorti progressif est quelque chose qui me dérange pas. La déformité de la chaussure me dérange. Donc D'accord, moi, comme thérapeute, je les mets sur la table et je regarde dans quelle mesure le foam interne est tout écrasé, dans OK. quelle mesure l'usure de la semelle externe, souvent postérieure, parce Ouais. qu'on est un attaqueur talon dans ces belles grosses chaussures-là, Mmh. fait en sorte qu'en fin de compte, la chaussure est comme basculée vers l'externe. Mais il y a pas de règle. En fait, on est dans un flou sur, je peux pas te donner de chiffres ou de D'accord. trucs très précis. Parlons justement de l'impact des chaussures performance, parce que c'est Ouais. tout l'enjeu du marché aujourd'hui. Il y a beaucoup de coureurs qui progressent, on en parlait ensemble. La densité de bons coureurs progresse dans tous les pays du monde. Tu Ouais, le vois au Canada, nous on le voit en France, avec ouais, les performances qui sont magnifiques et impressionnantes sur semi, 10 et marathon aujourd'hui. ouais, On voit beaucoup de coureurs sous les 2:40, sous les 1h15 au semi, ouais. sous les 35, 34, 33 minutes au 10 km. L'impact justement de ces nouvelles mousses, des nouvelles plaques carbone, est-ce que c'est la raison principale des améliorations de chrono ou c'est juste une histoire de meilleur entraînement, de plus grosse densité? Comment tu l'expliques toi alors? C'est clairement pas la chaussure de façon C'est pas la isolée. chaussure qui Ouais. fait le coureur? Non, Ouais, ça c'est clair. ouais, Tu sais, puis si on reprend la chaussure rapidement, certaines études montrent que la même chaussure, plaque de carbone intègre ou coupée en lanière, aucune différence sur la performance et l'économie de course. ah, parce que l'idée c'est de se dire le carbone te renvoie vers Ouais, ouais. l'avant du pied et te propulse quoi? Et ça marche pas. En OK. fait, la raison pour laquelle la nouvelle génération de chaussures pourrait, pour certains, et je dis bien pour certains parce que la variabilité interindividuelle est énorme, Mmh. on parle de +11 à -11 d'économie de course chez Ouais, les coureurs, ouais. donc il y en a qui ne sont pas répondeurs. Et quand je dis pas répondeurs, en fait, le point, c'est qu'il y en a qui, probablement se détériorent avec cette chaussure-là et puis, ben, ils l'ont jamais testé, ils le testent en compétition, ils sont convaincus comme tout le monde, ils l'achètent, ils la portent, mais finalement, leur performance peut être moins bonne même avec ces chaussures-là. Et ça, Après il faut être conscient, c'est presque un tiers des coureurs dans les études. ça fait partie de ton métier et tu l'as forcément ressenti. La première fois qu'on met une chaussure à plaque de carbone, on a l'impression d'être propulsé. Tu as une sensation particulière, tu En vois? en fait, et ça vient beaucoup de la mousse. La mousse a une meilleure, Tu le sens l'effet, c'est compliance. ça que je veux te dire, tu vois? Oui, Même si c'est pas prouvé scientifiquement, tu sens qu'il se passe quelque chose. oui, mais là, là, on a trop de sujets en même temps, mais là, je suis obligé de te parler de Ouais, l'étude de Kim et Berlosier qui a été ouais. publiée cette année sur l'effet placebo de ces chaussures-là. Ah oui, oui. OK? Chaussures peinturées en noir, versus la même chaussure, régulière, OK? Les mêmes chaussures Ouais. et on donne la chaussure au client, pour lequel on va faire des tests de ressenti et des tests physiologiques en lui disant: «Ça, c'est la nouvelle chaussure qui vient de sortir avec plaque de carbone qui vaut, 400 € et cetera et cetera». Mmh. Donc un beau libellé pour, bonifier l'effet placebo Mmh. versus on donne la même chaussure en disant au client, en fin de compte, ça, c'est une chaussure régulière qui vaut pas très cher, qui est une imitation de la chaussure régulière et puis on veut juste tester qu'est-ce que ça fait et on demande chez le patient de répondre à des questionnaires de: c'est quoi le retour énergétique que tu perçois? C'est quoi le dynamisme que tu sens? Mmh. Et mélangé à ça, on fait des tests, physiologiques. Sur aucune différence de test physiologique, parce que c'est les mêmes chaussures, en fait, on a des perceptions du patient qui sont dramatiquement opposées. Donc Dramatiquement l'effet opposé. pl exact, merci. Heu, Non, en c'est fait, drôle, dramatiquement opposé, ça veut dire que ça n'a aucun c'est sens en ça, fait. ouais, exact, ouais, ouais. Mais le point, en fin de compte, c'est que l'effet placebo est existant, Ouais, ouais. démontré par la science et important. Et les coureurs sous-estiment ça. Moi, quand j'ai mis ces premières moi, j'ai acheté la toute première gamme de Nike Vaporfly 4. Ouais, ouais. Je les ai Ben oui, je les ai mis dans les pieds, je voulais Bah aller oui, bien voir ce que sûr. ça faisait Ouais. et moi, j'étais habitué à du 70, donc c'était trop gros, trop Ouais. mou, trop instable, je me sentais pas très bien, mais j'avais aucune impression de rebond élastique parce que probablement j'avais le biais contraire Ouais. de croire que ces chaussures-là seraient pas très bonnes pour moi. Tu as une impression quand même de pouvoir aller plus vite. Enfin, je sais pas, c'est un ressenti de coureur. C'est vraiment l'effet placebo de Ben, de te dire, il y a peut-être des 2, mais ouais, clairement, il y en a un tiers, 40 jusqu'à 40 qui répondent pas à ces chaussures-là ouais, et qui ont cette même sensation. OK. Et quand on fait une étude où on vend la chaussure d'une manière ou d'une autre, on a Ouais, des ouais. des réponses complètement En différentes. revanche, tu l'as dit, c'était un argument marketing.
Pourquoi 4%? Parce que c'est 4% d'économie de course. Là, tu m'as parlé jusqu'à 11%. Est-ce que ça, c'est réel et prouvé scientifiquement? Il y a Alors, une économie musculaire quand tu fais un effort aussi long que le marathon et que d'avoir ouais, une chaussure à plaque de carbone avec les mousses révolutionnaires, ça te ouais. permet d'avoir cette économie de course. Alors, si on prend le package de la nouvelle chaussure moderne, il y a Ouais, une plaque de carbone, mais on sait que ça ne marche pas, on s'en fout. Mais il y a des mousses et puis il y a de l'épaisseur de mousse. ouais. Et bon, si on prend cette chaussure-là, la première étude montrait 4% d'amélioration de l'économie de course, Mm. qui aurait dû se traduire chez ces coureurs-là entre 2,5 et 3% d'économie de temps. Donc, tu prends le temps sur ton marathon, Ouais, tu enlèves jusqu'à 3%, ça enlève quelques minutes. oui. En fait, on aurait dû voir immédiatement avec l'intégration de ces chaussures-là, si c'était réel, un marathon en dessous des 2 heures, tout de suite. OK, tu prends quelqu'un comme Eh oui, oui, Kipchoge, bien sûr. s'il améliore de Oui. 4% son L'arrivée du économie de course, carbone, c'est ça aurait direct. dû. Ouais, bien sûr. Direct. Mm. Et ce qu'on a vu, en fin de compte, c'est un effet placebo énorme. C'est des athlètes qui probablement ne répondaient pas, et comme Kipchoge, je pense qu'ils ne répondaient pas à ces chaussures-là nécessairement. Il y en a d'autres qui répondent. Il y a des facteurs prédictifs de réponse. Mm. Si tu es un attaqueur talon, si tu as une cadence lente, si ta biomécanique n'est pas pleinement efficace, ces chaussures-là semblent mieux répondre pour ces populations-là Ouais. que si tu as une biomécanique déjà très efficace, médiopée, cadence élevée, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Mais je me suis égaré dans mon... Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que là aussi, il y a un effet très marketing. L'économie de course, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'elle est vraiment prouvée Oui. scientifiquement? Donc là, quand on parle de 4%, ça n'a jamais été non plus reproduit Ouais, dans l'ensemble des études. Nous, c'est on ça. en a publié, on a essayé de voir si c'était Mais tu valide. constates quand même une économie de course? Alors, une économie de course moyenne, qui est un peu en dessous de 1% moyenne, parce qu'il y en a qui répondent Ouais, beaucoup, il y en a qui ne 1%, c'est répondent pas pas, beaucoup, c'est mais sûr. c'est quand même présent. Ouais, Et ce qu'on constate surtout, c'est que sur le terrain, on a eu une petite amélioration de la performance, entre autres plus sur marathon, sur longue distance. ouais. Quand tu prends on a fait des études où on a regardé la première position, la 10e, la 100e et la 1000e, pour regarder si sur la masse, l'intégration de ces chaussures-là dans les années 2018-2019 améliorait les performances. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'à partir de 2020, on a l'effet COVID, qui a été un super camp d'entraînement pour réparer des blessures, pour bien s'entraîner. On a eu les nouvelles données sur le pacing et sur les pistes avec les lumières qui tournent. Ouais, la Wave En Life. marathon, comment se positionner pour avoir un effet d'aspiration. Ouais. On a eu des améliorations de l'entraînement et surtout, pour répondre à ta toute première question, il y a eu un engouement sur la course sur route Eh bien sûr. qui est sans précédent. C'est-à-dire que dans le temps, les coureurs de piste qui performaient, ils n'allaient pas faire de la route. Maintenant, Ouais. il y a de l'argent, il y a de l'engouement, Mm. il y a des records qui sont homologués sur route et finalement, ben, il y a beaucoup de coureurs sur piste qui s'essayent quand même et qui vont faire quand même des courses sur route de temps en temps pour faire des chronos. Et les chronos sur piste se sont à peu près pas améliorés, C'est tandis ça. que sur route se sont Ouais. améliorés de façon relativement importante. Il y a des cloisons qui sont en train de sauter. Justement, notre champion est là, Johan Durand. Salut Yodu! Salut l'équipe. Bon, désolé, Salut. c'est de notre faute. Bonjour, Un Johan. problème technique qui nous a pas Salut. permis d'avoir Johan un peu plus tôt. Johan, tu t'en doutes, ce Blaise est en train de casser toutes mes idées reçues une par une sur les chaussures de running. et c'est bien que tu sois là parce que toi, tu peux répondre avec ton expérience de coureur de 20 ans. Et on a eu notamment cette discussion où je lui disais, Dis-moi. Johan a fait partie de cette génération de coureurs sur route. Quand tu t'y es mis, c'était les chaussures minimalistes avec les toutes petites semelles. Et tu ne Oui. cesses de nous répéter que si tu avais conservé ces chaussures, tu te serais blessé, tu n'aurais pas pu encaisser les volumes que tu encaisses aujourd'hui. Blaise a cassé cette idée reçue. Blaise, est-ce que tu Ouais. peux me redire ce que tu as dit dans les statistiques qui concernent Johan, justement? Non, en fait, compte, ce que j'avais répondu, c'est que chaque fois que je vais au Kenya, je me dis, ah, je suis Ouais, pas ouais. sûr que c'est vrai. C'est Mais, ça. mais Johan, j'ai envie que tu nous parles de ça. En fait, tu t'entraînais aussi avec des chaussures plus minimalistes ou tu t'entraînais avec des chaussures traditionnelles et performais avec des chaussures plus minimalistes? Non, je m'entraînais avec des chaussures traditionnelles et je courais avec ce qu'on avait à l'époque, à savoir des 100 grammes. chaussures très fines, Ouais. voilà, à 150, 180 grammes. Ouais. Mais c'est pas les chaussures qui ont fait que je me suis blessé. C'est une accumulation de beaucoup de choses. C'est un syndrome, si on peut parler de mon cas perso, moi c'était un syndrome d'Haglund, donc avec une excroissance osseuse au niveau du talon. Donc le contrefort des chaussures qui me blessaient et qui me faisaient des tendinites et des fissures sur le tendon. Ouais. Mais là où les chaussures d'aujourd'hui m'aident, je trouve, c'est dans le confort du quotidien et dans justement l'absorption des chocs qui fait que j'ai quand même l'impression d'être bien moins haché musculairement à la sortie d'un long run avec les chaussures d'aujourd'hui que ce que je l'étais à l'époque. Ouais. Alors, pour répondre à cette partie-là, parce que c'est quand même très intéressant,
tout est une question d'habitude. Ouais. Et quand je parle du Kenya, c'est exactement ça. C'est que quelqu'un sûr. qui est habitué à faire 200 km avec des chaussures pourries, sûr. usées, bien écrasées, ben, s'il est pleinement adapté, c'est pas un problème. Ah oui. Fait que tout est une question d'habitude. Fait que la pire recette qu'on peut faire aujourd'hui, c'est s'entraîner 80% de son volume avec des grosses chaussures, vouloir faire un petit 10-15% de son intensité avec des chaussures minces minimalistes, et puis dire, je vais faire mon marathon avec les chaussures de performance. Alors là, c'est la pire recette parce que finalement, on C'est n'y le est pas pire adapté. cocktail. Ouais. Et là, bien évidemment, ben, tu finis complètement démoli, principalement des gastrocnémiens, des mollets, Ouais. parce que c'est ceux-là qu'encaissent quand tu es dans des chaussures plus minimalistes. Ouais. Une des choses qu'on observe en fin de compte, c'est qu'effectivement, et ça c'est très véhiculé par les athlètes élites, de dire j'arrive à faire des longues sorties où je casse pas, je fais des splits négatifs dans mon marathon, ce qu'avant ça j'avais de la peine à faire à cause de l'état de fatigue. Et là, c'est toujours cette même question, en fait, c'est que s'il y a un état de fatigue qui est préservé par une chaussure protectrice, ben, en performance, c'est peut-être une bonne idée, mais la question, c'est comment on fait pour repousser ces états de fatigue? Ben, on s'entraîne davantage en état de fatigue, plus longtemps, ou avec des chaussures plus minimalistes qui Toi, tu nous dis que c'est amènent une dans les question états de fatigue. d'entraînement. Voilà. C'est juste pas une question de matériel. d'habitude. Ouais. Ouais. Johan, on parlait aussi de roulement, de rotation de chaussures, mais surtout du poids de la chaussure qui était la clé désormais pour aller chercher des chronos un peu plus intéressants. Toi, tu as connu aussi toutes les gammes. Tu vois de plus en plus des poids s'alléger sur les chaussures. Le nouveau modèle ASICS, je le disais avec Blaise, c'est quoi? 139 grammes 129 grammes, voilà la chaussure. Et c'est marrant parce que quand tu l'as reçue, tu as hésité à la porter. Tu t'es dit, je vais mettre du temps, je vais faire attention. C'est limite une chaussure qui te faisait peur, Johan, d'ailleurs. Ouais. Ouais, elle faisait peur parce que elle me faisait, alors elle a son défaut de ses qualités, c'est qu'elle est très légère, mais par contre, la mousse c'est des prototypes, hein, donc pour l'instant ils travaillent sur le développement et tout ça, mais la mousse est très molle et effectivement dans les virages, je trouve que j'ai pas du tout de maintien de pied, et moi qui ai des problèmes un peu tendon d'Achille, j'ai souvent les chevilles un petit peu raides et tout, je trouvais que essayer de porter ces chaussures j'avais peur de me faire mal avec, c'est-à-dire de me dire, problème de stabilité, bah, ça va être les chevilles qui vont tracter, ça va être les stabilisateurs, ça va être le tendon d'Achille, parce que vraiment quand je l'ai porté comme ça, ne serait-ce que dans mon salon pour marcher avec, t'as l'impression d'être un peu sur des trucs instables. Et donc j'ai eu un peu peur, et ils travaillent sur des mousses qui sont peut-être un petit peu plus fermes, parce qu'après ce qui fait la légèreté, bah, c'est tout le mesh, c'est les lacets, c'est tout ce qui va autour. Donc effectivement, mon premier aspect, c'est de me dire, waouh, je me sens pas, je vais me blesser avec, tu vois. Effectivement, ça m'a fait peur, dans ma première idée. Une question pour toi, Johan. Est-ce que ces chaussures-là, pour les amener à ce poids qui est très faible, en fin de compte, ils ont été obligés de les amincir un peu? Ou est-ce qu'on reste dans une chaussure qui a un stack de 40 mm comme la majorité des chaussures de performance? Non, elles ont un stack de 40 mm, ouais. Quand même. Elles sont toujours OK. très Alors, très épaisses en termes de semelles, ouais. Alors, ils ont fait comme Nike pour enlever du contenu, ils ont enlevé tous les bords. C'est ça, il n'y a plus rien. Alors Pas de là, ça devient instable. Là, il n'y a pas de effectivement. superflu, ouais, c'est sûr. Ah non, il n'y a rien. C'est vraiment. Tu as l'impression d'avoir du petit papier qui t'enveloppe le pied, quoi. Et Johan, il y avait un très aspect passionnant qu'a détaillé Blaise, c'est l'effet placebo de la chaussure à plaque de carbone. Parce que moi, je lui prenais l'exemple, je lui ai dit n'importe quel coureur, la première fois qu'il met une chaussure à plaque de carbone, il a cette impression de vitesse et de se dire ça va révolutionner ma façon de courir et je vais aller encore plus vite. Est-ce que ce sentiment, tu l'as ressenti? Et est-ce que tu es d'accord avec Blaise? C'est-à-dire que c'est avant tout mental et que c'est des vitesses, si tu t'entraînes, que tu peux atteindre même avec une chaussure sans plaque de carbone et sans mousse révolutionnaire. Ah non, les vitesses, je trouve que là où le gain, il est fort, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est dans l'absorption des chocs et dans la sensation de casse musculaire qui se fait beaucoup moindre avec une chaussure à plaque de carbone qu'une chaussure classique. Si par exemple tu me demandes de faire un 400 mètres, tu me donnes une chaussure de 2015 et une chaussure de 2025, je pense que le 400 mètres, je vais te le faire voire même plus vite avec la chaussure de 2015. Mais si tu me demandes de m'en faire 30, franchement, je vais préférer partir sur la chaussure de 2025.
parce que j'ai l'impression que, justement par rapport à cette économie de course, cette sensation de repousser un peu cette fatigue musculaire, les chaussures enfin, c'est même pas les chaussures à plaque de carbone, c'est vraiment les nouvelles mousses qui font que, on est quand même mieux j'ai l'impression d'être mieux à l'intérieur et d'être plus économe avec ça que, quand j'avais des stacks très fins à l'époque. Mais par contre, s'il faut je te dis, hein, j'ai fait toute ma carrière. J'ai fait 13-17 avec des chaussures, très, très fines, très, très minimalistes en 2012, pour aller vite. C'est sûr que 13-17 sur 5000. quand tu es léger, quand tu as de la légèreté au pied, ça renvoie du bois, ouais. Ouais. Mais j'ai rien à dire. En Voilà, fait, tu comprends tout ça. c'est tout à fait ça. Et le seul point que j'ai envie d'ajouter, c'est que le fait de faire tes 30 fois 400 mètres et de te sentir mieux, c'est encore une fois une question de protection versus adaptation. C'est-à-dire que si celui qui est toujours dans ces chaussures-là continuellement et qui est pleinement adapté, ben, il va pouvoir enchaîner un certain nombre de répétitions sans nécessairement avoir cet état de fatigue. C'est normal. Mais moi, je peux plus faire marche arrière, par contre. Ah bah Là, oui. ça fait ça, 5 c'est- ans, c'est Ah oui. terminé, hein. Mais ça, t'es pas le seul. Moi, je pense que une des choses de ces chaussures-là, maintenant, c'est qu'on veut alléger les chaussures. Donc, en les allégeant, comme je disais tout à l'heure, on est obligé d'enlever un peu de contenu. Donc, on va avoir des semelles qui vont redevenir un petit peu plus fines pour essayer d'aller vers le 100 grammes, parce Alors. qu'on va pouvoir y aller vers le 100 grammes. Mais ça va obliger plusieurs personnes à dire: ah non, mais là, moi, je peux plus. Là, je suis trop adapté aux 40 mm de stack. C'est la question que j'allais te poser. Quelle sera la nouvelle mode d'ici quelques mois, quelques années? On tend vers quoi aujourd'hui, à ton avis? Dans la dernière année, d'abord, après toutes les années où on a essayé de rajouter des plaques de carbone, puis de grossir la chaussure, la nouvelle tendance par rapport à la performance, c'est juste d'avoir une chaussure de plus en plus légère. Dans la dernière année, c'est la course à la légèreté. Ouais. Et on le voit, hein, toutes les marques commencent à sortir une plus légère et plus légère. Dans le temps, on l'avait déjà. New Balance avait fait la 5000, Mizuno avait fait la Wave Universe. Ouais. Tu sais, on avait des chaussures à 95-100 grammes, mais à un moment donné, c'était plus rien. On avait comme une mini-semelle. Ouais. Mais là, c'est un Sauf que retour. ça va un peu à l'encontre de la durabilité, c'est-à-dire que c'est des chaussures qui durent pas dans le temps, bah parce oui. qu'elles Effectivement. sont légères. Et qui coûte très cher. En Et plus. d'un point de vue environnemental, c'est pas le top. Ça, Ah, ça, sûr. c'est sûr. Ouais. Fait que, mais moi, je pense que le truc sur la performance, c'est ça. Et après ça, si tu me dis de façon générale pour les chaussures, Ouais. ben, ça prend une nouvelle innovation. Si tu veux vendre ta chaussure chère, il faut que tu inventes quelque chose de nouveau. Voilà. Et moi, si j'avais à mettre mes sous sur quelqu'un, je mettrais mes sous sur Nike parce que Nike sont extrêmement innovants sur tous les trucs qui ne marchent pas de toute façon, mais ils sont extrêmement innovants parce que Ouais. à chaque, ils essayent toujours. D'abord, ils investissent à peu près 1,6% de leur PIB. de leur argent, L'argent. Ouais. de leur income, en recherche et développement. Mais de la recherche et développement de trucs pour vendre. À l'opposé, par exemple, de toutes les autres marques qui sont en dessous de 1%. Donc, Nike a vraiment cette tendance à vouloir innover. Innovation, ouais. Alors, ils ont sorti la Shock, la Free, la plaque de carbone, etc. Ils vont certainement sortir quelque chose d'autre. Et l'objectif, c'est quelque chose qui va plaire. C'est quelque chose qui est vendable, qui a quelque chose où on va laisser croire que ça vient avec de la performance, de la prévention des blessures, du XY. Il y aura peut-être la double plaque de carbone. Tu vois. Mais ils ont Comme un Big Mac. Voilà. Pam. Mais ils se sont déjà rendus à 3 avec la Alpha Fly première génération, 3 plaques de carbone. Mais là, la World Athletic, à un moment donné, a statué pour dire là, il faut arrêter à une. Et puis, Comme maximum 40 mm. Comme dirait Paul Radcliffe, après, c'est des trampolines tous les pieds, quoi. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça. Autre question, parce que ça avait été soulevé, et après, on te laissera tranquille, Blaise, mais par Seb Cornet, la dernière fois qu'il est venu nous voir, il nous a dit, il y a une autre astuce pour se muscler le pied et garder un pied actif et intelligent, c'est de porter des chaussures minimalistes au quotidien, au-delà de vos entraînements. Oui. C'est le conseil qu'on donne, c'est toujours porter de la chaussure minimaliste et pas de la chaussure ultra protectrice. Oui. Alors, super bon conseil de Sébastien. La seule chose sur laquelle je serais plus prudent en tant que kiné, c'est de dire, comme n'importe quoi, intègre-le de façon douce et progressive. Ouais. Et si on prend des athlètes qui ont envie de performer, qui dans leur journée cumulent déjà des bons volumes d'entraînement, je pense à vous deux, puis que finalement, en fin de journée, le pied est un peu fatigué, ben, repousser ces limites-là, c'est être certain que si on intègre une nouvelle basket dans la journée qui est plus minimaliste, qui fait travailler le pied, ben, de s'assurer en fin de compte que ça soit intégré doucement et progressivement. Et on pourra aller plus loin. Le temps passé pieds nus
est encore plus profitable que voilà. la chaussure minimaliste. C'est un Canadien qui vous le dit. Donc s'il doit marcher pieds nus Marcher au Canada, pieds nus à la maison. voilà, de novembre à mars, ça va être sympa. Ouais, faut pas du carrelage. Ça, c'est sûr. Blaise, merci beaucoup. C'était passionnant de t'écouter. En Merci tout cas, les gars. un plaisir. Dès que tu Ouais. reviens à Paris, tu nous fais signe. Et puis, Certainement. on rappellera la clinique du coureur assez vite pour tous ces bons conseils. Merci à toi, Yodu. Désolé pour cette arrivée ça arrive, tardive. La prochaine fois, tu seras là dès le début. On rassure tout le J'écouterai le monde. podcast alors. du coup. Exactement. Merci à Blaise. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.